pourquoi la Turquie a-t-elle décidé d'ouvrir ses frontières vers l'Europe? Tout d'abord, pour qu'on comprenne. Alors, tout d'abord, on avait débloqué 6 milliards d'euros entre 2015 et 2016 dans le cadre de négociations entre Angela Merkel et Monsieur Erdogan. Il se plaint que les fonds, il les a pas vraiment vus, alors qu'en fait, ils ont été très bien employés et il reste encore un peu plus d'1 milliard. Pour bien comprendre, ils ont été donnés aux ONG. L'Europe payait la Turquie, en quelque sorte, pour qu'elle garde les réfugiés chez elle. L'Europe a payé le ministère de la Santé turc et des ONG, donc ceux à qui étaient destinés ces fonds. Oui. Et ça a été employé de manière très correcte. Mais M. Erdogan exerce un chantage pour d'autres raisons. Parce qu'aujourd'hui, il aimerait un soutien de l'OTAN, de l'Union européenne et des États-Unis pour son action dans le nord de la Syrie, où il aimerait avoir une sorte de protectorat permanent dans l'ouest de l'Euphrate, dans le nord-ouest de la Syrie, où il y a des combats là-bas. Où il y a des combats. Alors là où je reste complètement, comme on dit aujourd'hui, halluciné, c'est quand on nous dit Erdogan protège des rebelles dans le nord-ouest de la Syrie et les méchants Syriens armés par les Russes, aidés par les Russes au niveau aérien, persécutent, massacrent des zones rebelles. C'est pas des rebelles, c'est les militants d'Al-Qaïda, le HTS, qui est le plus grand groupe de rebelles islamistes dans le nord-ouest de la Syrie qui sont appuyés. Ils ont été pris en flagrant délit, c'est pour ça que les Russes ont convoqué, parce qu'il a été convoqué Erdogan à Moscou récemment. Ils ont un accord entre eux. Il a aussi trahi, le sultan a trahi également le tsar en protégeant les anciens d'Al-Qaïda, alors qui ont changé de nom. Hein. Le Qatar avait demandé à ce que Al-Qaïda s'appelle pas Al-Qaïda, ni même El-Nosra. Ils se sont noyés dans le HTS, Hayat Tahrir al-Sham. Et ce HTS, aujourd'hui, c'est 20 000 militants qui sont en fait c'est les sympathisants de Ben Laden, sauf qu'ils ont changé de nom. Ouais. Ce sont de vrais djihadistes. La Turquie aide des djihadistes, et comme elle n'est pas contente que ces djihadistes, même si elle les aide avec son armée et avec plein de supplétifs turkmènes et islamistes qu'elle a relogés, la Turquie n'est pas contente que la Syrie, avec l'aide des Russes, reprenne un bout de territoire, alors que lui, il aurait voulu carrément tout le nord de la Syrie, l'ouest et l'est. Et donc là, il demande l'aide de l'Europe. Ou plutôt qu'une aide, c'est pas une déclaration de guerre pour répondre à la question de l'émission, c'est plutôt de la diplomatie musclée, de fort à faible. Il faut voir qu'Erdogan nous conçoit vraiment comme le ventre mou de l'Occident, ce qui n'est pas entièrement faux, malheureusement. C'est-à-dire une zone molle, riche potentiellement, mais désunie, sans armée, un protectorat de l'OTAN, et les Américains n'ont pas les mêmes intérêts que les Européens. Donc il dit c'est un ventre mou, et comme ils sont lâches et culpabilisés, je m'excuse de le dire, mais malheureusement, c'est pas tout à fait faux. Eh bien, avec un lâche et un culpabilisé, un faible, volontairement faible, comme disait Védrine, l'impuissance volontaire, eh bien, on négocie de manière radicale. Il est certain qu'avec Poutine, il s'y prend autrement. Il est beaucoup plus poli. Il est beaucoup plus poli avec Poutine. Il sait très bien qu'il faut être faible avec les forts et fort avec les faibles. Dites-moi, Erdogan, qui est très malin, tout simplement, il est très malin, il est à Bruxelles aujourd'hui, il dit à l'Europe... Prenez votre part par rapport à ce nombre incroyable aussi quand même de réfugiés, parce que 3,6 millions de réfugiés, faut arriver à les contenir et à les garder déjà sur son sol, quoi qu'on en dise, peu importe. Mais en tout cas, il dit prenez votre part. C'est vrai que les Turcs sont un peu seuls dans l'histoire, quoi. Non, si en proportion, le Liban a accueilli beaucoup plus de réfugiés syriens, puisque le Liban, c'est quelques millions d'habitants. Mais c'est plus loin. C'est pratiquement un cinquième. Pour nous, c'est plus loin, le Liban. Un quart ou un cinquième de la population au Liban aujourd'hui, c'est les Syriens. Quand on sait ce que les Syriens ont fait au Liban, ils les ont envahis, persécutés, massacrés pendant des décennies. Moi, je salue l'extrême amabilité et l'extrême empathie et l'extrême altruisme du peuple libanais qui a la plus grande part. Mais vous ne répondez pas à la question. Est-ce que les Européens doivent prendre leur part? Non. C'est ça la question, quand même. Non, les Européens n'ont pas à prendre leur part, puisque nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe en Syrie. Nous n'avons pas, en tout cas, l'Europe n'a pas déstabilisé, n'a pas participé militairement à la déstabilisation du régime de Bachar al-Assad, ce qu'a fait Erdogan. Erdogan a fait partie des puissances extérieures qui ont agressé un régime souverain dans un agenda pan-islamiste et ou interne de M. Erdogan, qui veut être le protecteur des sunnites dans le monde entier. Vous savez qu'Erdogan était le plus grand ami de Bachar al-Assad et même du Qatar quelques mois avant le déclenchement de la crise syrienne. Mais il a vu son intérêt à aider les rebelles qui sont pas des rebelles, qui sont en 90% des islamistes radicaux et des djihadistes. Il a choisi tout à coup de trahir M. Bachar al-Assad, qu'il appelait son frère quelques mois plus tôt, et tout à coup il s'est mis en grand défenseur, mais parce qu'il se rendait compte que pour être le
sultan. Il veut rétablir le califat. C'est pas une vue d'esprit. Il l'a dit. En 2024, il veut rétablir le califat ottoman. Et donc, il pouvait pas être du côté des Alaouites. En Syrie, l'armée, elle est dirigée par un groupe, les Alaouites, qui sont une secte du schisme, extrêmement laïque et syncrétique, qui est considérée apostate. Il aurait pas été un bon sultan s'il défendait la minorité la plus détestée au sein de l'islam. Mais alors dites-moi, parce que le plan d'Erdogan derrière tout ça, c'est-à-dire envoyer ces réfugiés vers l'Europe avec tous les problèmes que ça pose, et en particulier évidemment à la Grèce, avec cette île de Lesbos dont je parlais tout à l'heure, son plan c'est quoi quand même? C'est d'islamiser quelque part, c'est d'islamiser l'Europe. C'est d'une pierre deux coups. À court terme, son plan, c'est de nous faire tellement peur qu'on va donner plus d'argent. Ça a commencé, d'ailleurs ça a marché. Il a raison de faire ce qu'il fait. On a déjà débloqué 170 millions d'euros, plus une promesse de 500 millions autres euros, et probablement encore plus dans les jours qui viennent. Donc là, depuis 4 jours, il a déjà gagné pratiquement 700 millions d'euros. C'est pas mal quand même. Parce que l'Allemagne, on aimerait gagner autant. L'Allemagne d'Angela Merkel, il négocie très bien. L'Allemagne d'Angela Merkel a dit il faut donner de l'argent, il faut payer. Alors Merkel, elle en tant que puissance productrice et mercantiliste qui est totalement vieille, qui n'a pas de main d'œuvre, elle a besoin, c'est moins problématique pour elle. Et les Allemands sont tellement culpabilisés dans leur identité qu'on leur fait avaler la pilule d'une submersion démographique future. Il y a même un ministre de Merkel qui a dit c'est pas grave si un jour il y a moins d'Allemands que d'extra-européens en Allemagne, puisque ce sera une façon de nous faire pardonner d'avoir été ce qu'on a été dans le passé. On voit que la culpabilité européenne est un allié d'Erdogan. Et Erdogan, qui lui est allié aux nazis dans son propre pays, il est allié à un parti radical, le MHP, qui est un parti créé par quelqu'un qui était ouvertement pro-nazi, mais il est malin. Lui-même, qui est allié à la pire extrême droite dans son pays, ne cesse de qualifier l'Europe de raciste, islamophobe. Dans les journaux pro-Erdogan, on a même montré Madame Merkel en costume SS. Il sait très très bien instrumentaliser la culpabilité européenne, lui qui n'a aucun complexe, qui n'a aucune culpabilité. Et il a raison, c'est le prédateur face au faible. Le prédateur attaque le faible, et quand le faible commence à avoir un petit état d'âme, eh bien le prédateur est très content. On poursuit le débat. A été mis à l'écart de l'OTAN. Alors Alexandre Delval vous répond, Guillaume, et c'est vrai que la situation est encore plus compliquée qu'il n'y paraît sur l'OTAN. Alors théoriquement ce serait intéressant, et j'en parle pas mal avec des géopolitologues qui disent effectivement la Turquie n'a pas grand-chose à faire dans l'OTAN, mais on n'exclut pas si facilement un membre fondateur de l'OTAN qui a 50 ogives nucléaires américaines dans la base d'Incirlik sur son sol. Ça a beau être des ogives nucléaires installées par les Américains. Un jour, Erdogan, il y a quelques mois, a dit mais s'ils les veulent, qu'ils viennent les prendre, ces ogives nucléaires, comment va-t-il faire? Sous-entendu, il va nous bombarder atomiquement pour récupérer des bombes nucléaires américaines. Donc les Américains sont coincés. Totalement coincés. Et c'est pour ça que Trump a lâché les Kurdes déjà 2 fois de suite. C'est pas la première fois, mais là, il les a bien lâchés parce qu'en fait, en échange, Erdogan, il fait le retiens-moi. Je vais tout casser si tu me retiens pas. Ou je fais un malheur. Ou je fais un malheur. Donc le malheur, c'est les ogives nucléaires. Parfois, c'est les îles grecques. Il faut savoir que Erdogan menace depuis plusieurs années, et pas que lui, même le parti kémaliste et le parti nationaliste et les conservateurs. Le grand débat en Turquie depuis quelques années, c'est quand est-ce qu'on va récupérer les îles de la mer Égée que on aurait dû avoir en 1923. Et qui appartiennent aux Grecs. Ils veulent Erdogan, et pas que lui. C'est la grande mode en ce moment. L'idée, c'est quand est-ce qu'on va envahir les îles de la mer Égée, parce qu'il y a plein de gaz autour de la Crète, de la mer Égée et de Chypre. Donc ce sont 2 États, Chypre et la Grèce. Donc autour des îles grecques et de Chypre, il y a des zones économiques exclusives, des eaux territoriales qui existent. Il y a des délimitations avec les riverains, y compris les riverains arabes, Liban, Syrie, Égypte. Ils ont tous fait des délimitations tout à fait légales que conteste totalement Erdogan, d'où l'accord qu'il a fait avec la Libye de l'Ouest récemment, qui représente que 10% du territoire. Alors, il a fait un accord pour exclure la Crète des zones économiques exclusives, et pour voler le gaz, il veut voler 40% des eaux territoriales de la mer Méditerranée orientale, c'est-à-dire piquer tout ce qu'il y a autour de la Grèce, des îles de la mer Égée, de la Crète et de Chypre. Mais alors, est-ce que ces réfugiés envoyés sur l'île de Lesbos, par exemple, quelque part, c'est un début d'invasion?
d'une certaine manière. Non, je ne pense pas. Je pense que plutôt c'est encore du retenez-moi. Je peux faire bien pire. Là, il y en a 15 000, 10 000, peut-être quelques centaines de milliers, mais j'ai une réserve de 4 millions. Et comme il y en a encore qui arrivent d'Idlib, parce que vous, les méchants européens, vous avez trahi vos propres valeurs, vous n'avez pas aidé à renverser Bachar al-Assad, c'est là qui nous culpabilise. C'est pour ça que moi, depuis le début, je ne dis pas que Bachar était quelqu'un de bien, mais nous n'avions pas à même verbalement qu'il fallait renverser Bachar al-Assad. Vous savez que quand les djihadistes reviennent de Syrie, vous savez ce qu'ils disent aux juges? Mais vous-même, votre président Hollande disait qu'il fallait renverser Bachar al-Assad. Nous n'avons fait que aller au bout de la logique de ce que disaient les Occidentaux. Et c'est là qu'Erdogan est malin, il nous prend au mot. Vous vouliez renverser Bachar al-Assad, vous ne l'avez pas fait, et bien maintenant, payez les conséquences. Vous avez le résultat. Vous êtes du côté des méchants qui ont aidé les Russes à récupérer. Alexandre, est-ce qu'il y a une possibilité de sortir de ce constat épouvantable qui échange au fond des réfugiés contre de l'argent? On est en plein dans un commerce international. Comment en sortir? Moi, ma thèse, c'est que des pays culpabilisés ne peuvent pas sortir d'un chantage moral. Parce qu'en fait, regardez les Qataris ou les Saoudiens, ils ont des migrants. Mais vous les obligez pas à prendre qui ne veulent pas. Ils les laissent même mourir s'il faut à leurs frontières, sans faute. Mais un pays qui est culpabilisé, ça a du bon d'ailleurs. Nous avons une âme, nous avons des états d'âme. Nous, on ne pourrait pas faire ça. Et donc, dans la mesure où on n'est pas des réels politiques comme les pays, que vous parlez tout à l'heure des pays virils qui sont de plus en plus dans la réelle politique, comme on n'est pas totalement cynique, même si je pense qu'on l'est quand même, mais dans d'autres domaines, parce qu'on trahit souvent nos valeurs des droits de l'homme. Quand on va bombarder l'Afghanistan, la Libye ou l'Irak, on n'est pas si moraux que ça. Il nous prend au piège de nos propres valeurs, des droits de l'homme, etc. Et donc, on est complètement coincé. Mais moi, je pense quand même que il n'est pas acceptable d'accepter n'importe quel chantage. Mais au-delà des migrants, moi, je pense qu'il ne faut pas fixer sur les migrants. Aujourd'hui, la Grèce et Chypre, 2 pays membres de l'Union européenne, sont militairement agressés. Savez-vous que des bateaux militaires turcs, récemment, ont agressé une compagnie italienne, l'ENI, qui faisait du forage légal au sud de Chypre, et Erdogan considère que tout le gaz, même dans la partie grecque reconnue internationalement, la partie du sud, il dit que c'est à lui. Il va faire du forage illégal, et sa marine a menacé même indirectement Total est menacé. Le bateau de forage italien a dû faire demi-tour. Et bien entendu, qu'est-ce qu'a dit le secrétaire général de l'OTAN? C'est une affaire interne entre Grecs, entre Chypriotes. C'est comme si un violeur et un violé, c'était une affaire interne. Non, c'est absolument incroyable. La lâcheté de l'OTAN. Et Erdogan continue à agir de la sorte parce qu'il n'y a pas de solidarité européenne. L'Europe du Nord s'en fout. L'Allemagne est carrément dans les mains, la Kaiser est dans les mains du sultan. Poutine, le tsar, alors lui, il a besoin d'un gazoduc. Il a besoin d'un gazoduc que nous avons empêché par la mer Noire. Donc il a trouvé Erdogan pour faire passer son gazoduc par le territoire. Donc il ne va pas faire d'histoire. Il ne va pas trop faire d'histoire dès lors qu'on l'ennuie pas dans son précaré. Et nous sommes, comme d'habitude, les dindons de la farce. Une question et un constat, c'est vraiment l'impuissance tragique de cette Union européenne qui n'existe pas ni sur le plan politique, ni sur le plan diplomatique, ni sur le plan militaire. On verra ce soir dans les vraies voix qu'elle n'existe pas non plus sur le plan sanitaire. Voilà. Quand même ça fait depuis que je suis gamin, vraiment, on me rabat les oreilles en disant l'Europe c'est génial, ça va être la prospérité, le bonheur, et en réalité on voit à quel point c'est quelque chose qui s'écroule avant même d'avoir pu grandir. C'est effrayant. Et vous savez ce que disait Kissinger, le plus grand stratège américain? Europe, quel numéro de téléphone? Déjà, il n'y a pas de gouvernance. Quelle armée? C'est une armée américaine. L'organisation de défense est pilotée par Washington. Enfin, ça a bien arrangé les Américains. Oui, bien sûr. Mais nous aussi, il ne faut pas accuser les Américains. Pourquoi on est protégé par le bouclier militaire américain? Parce que nous sommes dans la lâcheté, l'impuissance volontaire, et parce que nous n'avons pas voulu payer pour notre défense. Quand Trump est diabolisé parce qu'il dit vous devez payer plus cher, sinon on vous défend plus, il ne fait qu'appliquer ce qui est prévu. Normalement, on doit dépenser 2% de notre PIB pour la défense. On dépense même pas 1%. On ne veut pas payer pour notre défense. Donc c'est bien confortable d'être protégé par les Américains parce que nous n'avons pas de politique régalienne. Nous ne sommes pas une entité géopolitique. Tous les géopolitologues du monde multipolaire, ils regardent l'Europe en rigolant. L'Europe, c'est un ventre mou. L'Allemagne avait accueilli 1 million de migrants.
conséquence quand même, l'extrême droite a bondi aux élections outre-Rhin, à toutes les élections. Le risque, c'est que si jamais l'Allemagne devait accueillir d'autres migrants, ça pourrait vraiment fiche le bazar et aller même au-delà dans ce pays. Intéressant ce que vous dites, Erdogan. C'est quand même très inquiétant. Erdogan, comme tous les islamistes, crie à l'islamophobie, halte au racisme, etc. Mais il le cherche parce qu'en fait, sa politique vise aussi. Il fait monter l'extrême droite. J'avais oublié de le dire tout à l'heure. Et les nazis. L'idée, c'est que le péril migratoire, qui n'est pas si dangereux que ça d'ailleurs, parce que 15 000 enfants à Lesbos, c'est pas ça qui va changer la nature de l'Europe, mais il sait que symboliquement, c'est un peu comme le coronavirus, c'est un peu comme plein de thèmes, c'est un peu comme un attentat terroriste, on croit qu'on est en guerre alors que c'est rien par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Il y a l'effet des médias, et il sait que ça va provoquer une peur migratoire qui va déclencher une montée du populisme, et comme ça, sa prédiction sera réelle. Regardez, l'Europe, c'est des populistes anti-turcs, anti-musulmans, racistes, etc. C'est intelligent, c'est très cynique. Il veut provoquer ce populisme qu'il critique, mais il va le provoquer. C'est un peu comme Mitterrand qui avait fait monter l'extrême droite pour mieux battre la droite classique. C'est connu, hein, les indignés professionnels qui crient. Mais là, on n'est pas au même niveau. Là, on n'est pas au même niveau. C'est quand même très dangereux. C'est un jeu extrêmement dangereux. Mais pas pour lui, parce qu'il sait de toute façon. Oui, mais pour nous, oui. Moi, je suis persuadé que nous allons céder, nous allons payer. Vous savez, c'est pas le seul. Kadhafi, qui pourtant était c'était un bloc qui faisait face à l'islamisme radical pendant des années, il nous a aidés. Hein. Il nous rackettait. Kadhafi faisait payer des milliards le maintien des migrants en Libye. Donc, c'est pas nouveau. Il va faire comme Kadhafi, mais en pire. Dernière question, Alexandre Delval. On doit accueillir, a priori, plus d'1 millier d'enfants réfugiés répartis entre plusieurs pays européens. Justement, il faut les accueillir. Il n'y a pas le choix. Il faut les accueillir. Oui, mais 15 000 enfants, bien entendu, ça ne pose aucun problème. Le problème n'est pas là. Le problème est dans l'idée. Enfin, ils vont grandir, etc. Mais 15 000 enfants, on en fait quoi? Je veux dire, on les intègre, ils repartent chez eux plus tard. Moi, j'ai toujours dit que l'immigration. On fait comment? Moi, j'ai toujours dit que l'immigration, lorsqu'elle est organisée, lorsqu'elle est choisie, comme disait un certain candidat en 2007, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi-même, j'ai 100% d'origine étrangère, même si c'est pas extra-européen, c'est quand même pas une goutte de sang français, et on aime la France. Pourtant, vous avez l'accent du Sud. Non, je l'ai un peu perdu. je l'ai perdu. Un petit peu. Voilà. Donc, je veux dire par là, l'immigration, c'est pas le problème en soi, c'est l'intégration. Nous n'intégrons plus. Et ça, alors, l'immigration devient très dangereuse, même voire mortelle à terme pour un pays, lorsque elle n'est pas accompagnée d'intégration. Mais si le nouveau venu s'intègre à votre pays, il n'est pas un danger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on apprend aux nouveaux venus que notre pays est horrible, que nous sommes des salopards de racistes, de méchants, de colonisateurs et de croisés. Oui, avec beaucoup d'humanité, moi je trouve. Il faut recevoir ces gamins qui n'ont plus de parents. Ils n'ont plus de parents, a priori. Ils sont seuls, quoi. Oui. C'est des gamins de quel âge? Il faut les recevoir. Si on n'a pas d'autre solution, il faut les recevoir, et c'est tout à fait notre honneur de recevoir. Mais d'ailleurs, ce que je voulais dire par là, le manque de contrôle des flux migratoires, vous savez, parmi les dommages collatéraux, c'est les réfugiés. Si on contrôlait mieux l'immigration, s'il n'y avait pas assez... Vous savez que la France reçoit 400 000 nouveaux migrants par an. Si on compte tout, clandestins, mineurs non accompagnés, migrants économiques, c'est 400 000, mais c'est énorme. Enfin, c'est un changement quand même. C'est un changement démographique. S'il y avait un meilleur contrôle des flux migratoires, on pourrait donner une meilleure part à ceux qui le méritent le plus, les réfugiés qui fuient des guerres, des malheurs. Et donc, c'est eux qui... Parce qu'eux, on les reçoit de moins en moins. Et il y a plein de gens qui ne sont pas des migrants, qui ne sont pas des réfugiés, qui viennent de manière incontrôlée, et ceux-là, on les reçoit. Donc, c'est assez injuste pour les vrais réfugiés politiques. Merci beaucoup, Alexandre Delval, d'être venu éclairer notre lanterne sur le sujet, bien évidemment. À la fin de notre débat.